Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial, nous serons en compagnie de Séverine et nous parlerons d'agoraphobie. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Séverine, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour, merci à vous de m'inviter. Alors, nous vous avons invité justement pour parler d'un problème qui touche énormément de personnes. Il s'agit de l'agoraphobie. Déjà, alors, vous avez été agoraphobe pendant quelques années, je crois. Presque 15 années, oui. 15 ans, mais comment vous avez fait pour tenir le coup? Des hauts, des bas, comme on dit, oui. Mais ça a commencé quand j'avais une vingtaine d'années. Oui, et qu'est-ce qui s'est produit pour que vous tombiez dans l'agoraphobie? Écoutez, je crois que déjà, il faut juste préciser que ce n'est pas une maladie, donc c'est vraiment une phobie, un dérèglement émotionnel qui peut être très important pour certaines personnes. Moi, disons que ça a été un peu l'accumulation, la période, la fin de l'adolescence, le début d'une vie amoureuse un peu compliquée, le travail un peu compliqué. Enfin, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai commencé à faire de l'angoisse. Et je savais pas du tout ce que c'était. Au fait, je pensais que c'était plus de la fatigue qu'autre chose. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Au fait, pendant presque une année ou deux, où je me disais bon, je suis un petit peu en panique, je sais pas ce qui m'arrive. Il faut que je me repose, ça va passer, c'est rien. Enfin, j'essaie un petit peu de me dire que c'était passager, sauf qu'au bout d'un moment, ça passait pas. Voilà. Ouais. On pourrait expliquer aux personnes ce qu'est l'agoraphobie exactement. Oui, au fait, l'agoraphobie, à la base, le mot agoraphobie, je le trouve déjà très moche. Oui, c'est vrai. Agora vient du mot latin foule. Oui. À la base, au fait, les gens pensent, donc c'est vraiment un nom qu'on utilise très peu, c'est vraiment la peur de la foule, à la base. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de phobies qui se sont greffées dessus, c'est-à-dire c'est un comportement finalement qui est exagéré dans nos peurs. Oui. Et puis tout d'un coup, ça part en phobie sociale, en dépression, en hypocondrie. Il y a plein de choses au fait qui font que tout d'un coup, si on ne connaît pas le mot agoraphobe, pour ma part, en tout cas, c'est un psy qui m'a donné cette étiquette-là. Oui. Si on le connaît pas, c'est clair qu'on se dit bon voilà, je suis en pleine dépression, burn-out, je suis au bout du rouleau comme on dit. Mais il y a un nom. Voilà, c'est vraiment des crises d'angoisse à répétition, des crises de panique. Et puis c'est cette sensation en fait, c'est ce fait d'anticiper tout le temps ce qui va se passer, et là on part dans un cercle vicieux parce qu'on a peur de tout le temps. On met l'excuse sur les gens, on met l'excuse sur peut-être le travail, sur son entourage, mais c'est nous-mêmes qui créons ces angoisses au fait, vraiment. Oui, mais ça paraît ahurissant de se créer ses propres angoisses. En fait c'est complètement c'est fou parce que finalement je crois que en passant par là, c'est clair qu'on se rend compte de plein de choses, mais ça nous tombe dessus, on peut le dire. Oui. C'est vraiment quelque chose qui, oui, bien sûr qu'on peut faire des psychanalyses, puis on peut aller chercher des choses qui font que, peut-être dans le cercle familial, ça a été, on a vécu peut-être avec des parents anxiogènes ou des choses un petit peu compliquées, qui font qu'on est quelqu'un d'anxieux. Mais ça résout pas tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, on faisait des choses avant sans trop réfléchir, et puis tout d'un coup, on commence à réfléchir à tout, et on a vraiment cette peur au fait qu'il nous arrive quelque chose et qu'on ne puisse pas maîtriser au fait, qu'on se sente seul. Le regard de l'autre est très important aussi. Donc il y a toute une sorte de boule de neige qui se met en route dans notre corps et des réactions vraiment physiques, chimiques. C'est pas juste on se pose des questions et puis non, c'est vraiment on a mal aux jambes, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir mal à la tête, on a des vertiges, on peut faire de la tachycardie, puis bien sûr que on commence à développer une sorte de
je pense, d'hypocondrie. Oui. Tout d'un coup, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Ouais. J'ai mal au bras, je me rappelle de ça, parce que moi, j'ai visité beaucoup de médecins et je les croyais pas, finalement. Ouais. La faute, je me disais, non, c'est pas possible, il y a quelque chose, j'ai vraiment quelque chose de grave, je tiens pas debout. Enfin, c'est vraiment un long parcours. On peut arrêter ce mécanisme, mais c'est clair que quand on le connaît pas, quand on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, c'est bien plus long, en fait. Alors, ça ressemble aussi à la spasmophilie, Oui, quelque tout à part. fait. Oui. Oui, c'est un peu mélangé. Hein. On pourra dire que même aller dans un ascenseur, prendre l'ascenseur, ça devient compliqué pour certaines personnes. Oui. On peut dire la spasmophilie parce que on a des problèmes vraiment de respiration, on a des problèmes d'essoufflement, on peut avoir des... Enfin voilà, tout est complètement déréglé. Moi j'appelle ça vraiment comme un court-circuit où on ne sait plus où appuyer pour que ça s'arrête au fait. Oui, c'est ça, exactement. Et pour vous, ça se traduisait comment ? Alors moi, ça a commencé, je travaillais en fait dans un centre commercial, donc enfermé toute la journée, et puis ça a commencé un jour où je faisais mes courses au supermarché, donc dans cet établissement, oui. Où tout d'un coup je suis arrivée à la caisse et j'étais en panique parce que j'avais un énorme besoin d'aller aux toilettes, j'avais tellement mal au ventre, j'avais les mains moites, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe, je voyais tout tourner. J'ai posé mes courses et je suis partie vraiment en courant parce que je comprenais pas en fait. C'était vraiment la première attaque de panique qui est arrivée. Ouais. Je devais avoir 18 ou 19 ans. Et puis après, j'ai mis la faute, comme je vous ai dit, sur la fatigue, sur le stress au travail, etc. Et puis c'est revenu. Et j'avais fait en fait, sans m'en rendre compte, l'assimilation que le supermarché égale danger, égale risque de malaise, égale risque de pas bien, etc. Donc je n'allais plus carrément dans les supermarchés. Et on commence comme ça, en fait. Et on fait une association qui est archi fausse. On fait l'association restaurant, malaise, des gens où s'il y a trop de monde, on va se dire ça va être de leur faute parce que je vais pas là parce qu'il y a trop de monde. Donc on a vraiment, le cerveau est très fort pour ça. C'est une vraie machine de guerre. Et il fait vraiment des associations qui sont fausses. Mais on le croit. Ouais. Mais alors, finalement, j'entendais certains thérapeutes ou certaines personnes qui disaient qu'il fallait faire face au danger, c'est-à-dire, ne pas s'écouter et dire « je vais rentrer quand même dans le supermarché ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai fait plusieurs thérapies. Pendant, je vous dis, ça a duré 15 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Bien entendu, ça n'a pas été 15 ans de galère non plus, mais j'avais toujours besoin d'être accompagnée. Je ne faisais jamais les choses seule. Et c'est vrai que les différentes psychothérapies que j'ai faites, surtout la thérapie comportementale et cognitive, nous dit en effet qu'il faut se confronter à ses peurs. Alors vu comme ça, oui, je suis d'accord, parce que finalement, c'est en vainquant, dès qu'on arrive à vaincre une peur, on passe un cap. Oui. C'est valable pour toutes les peurs. Simplement, c'est presque du masochisme, je trouve, quand on est agoraphobe, de se dire, ok, je dois aller dans tel endroit, je dois presque me créer, parce que je sais déjà que je vais pas être bien, je dois me créer une angoisse pour me dire que peut-être je vais aller mieux. Vous voyez, comme ça, l'image, elle est pas bonne. Par contre, moi, ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en pratique et ce que vraiment, maintenant, j'essaye de faire comprendre et passer le message, c'est qu'il faut qu'il y ait il faut qu'on lie l'émotionnel avec tout ça, qu'on sache pourquoi on le fait. Parce que se dire juste d'aller pour vaincre une peur et puis se confronter à tout ça, ça amène tellement de stress au départ qu'on n'est vraiment pas dans la bonne énergie pour y aller. Bien sûr. Par contre, se dire, ok, je sais que j'ai des soucis pour gérer mes angoisses quand je suis dans un supermarché, mais là j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie d'aller acheter, je sais pas moi, quelque chose à manger ou acheter un cadeau à ma maman, ou je ne sais pas, trouver une espèce de raison pourquoi on fait ça. À ce moment-là, ça change la donne. Oui. Parce qu'on a l'envie qui est là avant tout et c'est le moteur. On est obligé de se confronter à nos peurs, oui, sinon on fait comme beaucoup de gens, malheureusement, on s'arrête de vivre et puis on met l'agoraphobie au premier plan de sa vie et on fait tout en fonction de l'agoraphobie. Bien sûr. Donc voilà, c'est un parcours, mais c'est clair que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain et ça peut être par période, ça peut être cyclique. C'est pas forcément tous les jours. Il y a des personnes agoraphobes, je rappelle jusqu'à entre 3 et 4% de la population qui est agoraphobe. Ça fait plus de 200 millions de personnes quand même sur cette planète. Quand même. Ça fait beaucoup. Sans compter ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ils sont agoraphobes. Alors, à travers ces 15 ans, vous avez eu quand même des pauses, j'espère. Vous avez eu des moments ou peut-être des années où vous redeveniez, entre guillemets, normal, je veux dire. Oui, en fait, il y a eu plusieurs périodes de ma vie, mais c'est clair que entre mes 20 et mes 35 ans, j'en ai 42 aujourd'hui,
Ça a été vraiment des hauts et des bas et ça m'a jamais vraiment quitté parce que au début en tout cas, j'étais en couple, la personne avec qui j'étais ne comprenait pas au fait ce qui m'arrivait. Bien sûr. Je cachais énormément, enfin j'en parlais pas. C'est-à-dire que pour moi c'était vraiment une honte et je le ressens encore et je l'entends dans les gens qui me contactent, c'est ça, on n'ose pas en parler parce qu'on se sent faible, on se sent nul, on se sent complètement incompris. Mais on prend sur soi, en effet, et puis on fait les choses petit à petit comme on peut. Mais il y a beaucoup, enfin moi en tout cas ça a duré 15 ans, je pense que sur les 15 ans, il y a eu peut-être quelques mois où ça allait un petit peu mieux. Ah oui, quand même. Et puis ça revenait, et puis moi j'ai toujours travaillé, donc je devais de toute façon me forcer aussi à aller travailler le matin, mais il est arrivé où j'étais incapable d'aller travailler le matin parce que je faisais déjà des crises d'angoisse tôt à mon réveil. Mais je veux dire, vous savez, c'est un comportement finalement qui reste. Je refusais les invitations, je choisissais exactement où je voulais aller, je partais jamais en vacances seule, tout était calculé, tout était vraiment prémédité parce que je laissais vraiment pas la place à un stress supplémentaire qui allait peut-être me causer un malaise ou des vertiges. Donc il y a quand même toute une période de ma vie que j'ai mis de côté, ça c'est sûr, j'ai pas profité comme je l'aurais profité. Les concerts, voilà, les sorties entre amis, des choses comme ça, j'y allais, je prenais sur moi, mais ça me demandait tellement d'énergie que finalement, je rentrais plus tôt, ou un jour sur deux ça allait, puis je comprenais pas pourquoi le lendemain ça t'allait plus. Enfin voilà, il y avait vraiment, c'était constant. C'était vraiment, ça faisait partie de moi en fait. Vous ressentiez quoi comme symptômes, comme malaise? En premier lieu, je pense que c'est toujours ce symptôme des mains moites qui commence avec une espèce d'accélération du rythme cardiaque, des maux de tête et des vertiges. C'est vraiment, vous savez, quand on a une peur, il y a des peurs en fait qui sont normales et il y a des peurs qui sont pas normales. Bien sûr. La peur normale, ça nous prévient, donc tous ces symptômes, c'est les mêmes. S'il nous arrive quelque chose de réel, c'est-à-dire vraiment un danger, notre corps est vraiment préparé pour fuir. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est exactement le même mécanisme qu'on se crée, même si la peur est imaginaire, on se crée ces mêmes symptômes. Donc finalement, c'est exactement pareil. On commence à avoir peur, on a le cœur qui s'emballe, et puis tout d'un coup, on est complètement déconnecté, on pense plus qu'à soi et à ces symptômes. En fait, c'est la peur. Moi, j'ai appelé un petit peu la peur d'avoir peur, mais c'est vraiment la peur des symptômes de l'agoraphobie, parce que personne n'aime avoir les mains moites, avoir l'estomac qui se noue, et puis toujours ces sensations de vertige, cette sensation en fait qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va nous voir, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se crée, c'est comme une boule de neige au fait, et puis on n'arrive plus à l'arrêter. Le seul moyen, en fait, une crise d'angoisse dure, on peut le dire, ça dépend des personnes, mais en moyenne, c'est entre 2 et 3 minutes. C'est ça, oui. Vous voyez, donc le pic, il dure pas des heures. Non. C'est juste cette espèce d'augmentation et vraiment d'adrénaline qui nous arrive, et puis qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Parce que c'est trop compliqué, et puis parce qu'on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et c'est pour ça que les thérapeutes, les psys disent toujours qu'il faut en effet combattre ou en tout cas dépasser cette peur, et c'est le seul moyen entre guillemets de s'en sortir, parce que on se rend compte finalement que oui, on doit pratiquer de la respiration, des exercices. Moi j'ai beaucoup fait de visualisation aussi pour tout d'un coup se dire ok, là ça arrive, je vais me calmer, je vais trouver une solution, n'importe, on a tous nos petits tics et puis nos petits gadgets peut-être qui nous rassurent, mais on reste au fait dans ce moment désagréable juste pour voir ce qui va se passer après. Et si on ne fait pas, on est toujours face à ce problème qui se répète et qui peut se répéter vraiment au quotidien et pendant longtemps. Oui, c'est pas rassurant. Alors... Non, c'est pas rassurant. En même temps, je m'en suis sortie. Voilà, je suis devenue maintenant une grande voyageuse. Je voyage, plus rien ne m'arrête. Donc, c'est vraiment un espèce de déclic à avoir. Et puis, il faut vraiment mettre en place des stratégies. Ça, c'est sûr que quand on subit ça, voilà, on part dans les peurs, puis on se dit moi je fais plus ça parce que je suis pas capable d'aller. J'entends souvent cette zone de confort finalement. Peut-être 10 km autour de chez moi, passer 10 km, je suis pas capable, mais c'est faux. C'est faux. C'est le cerveau là qui vous dit juste que c'est 10 km. Donc en effet, ça c'est très intéressant, puis en même temps c'est vraiment effrayant parce que c'est un comportement qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Séverine, on marque une pause, on revient dans quelques instants.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de dossier spécial. Nous parlons aujourd'hui d'agoraphobie. Est-ce que vous faites l'association, justement, on en parlait tout à l'heure, entre l'agoraphobie et la tétanie, la spasmophilie? Bon, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond au niveau du métabolisme, quand même, pour la spasmophilie et la tétanie. Écoutez, bon, moi je suis pas médecin ni thérapeute, mais c'est clair que tout est un peu lié. Oui. Après, c'est sûr que l'être humain est capable de se créer une crise d'angoisse. Donc, il est aussi capable de l'arrêter. Vous voyez, à l'intérieur, les symptômes chimiques et physiques sont en effet vrais. Et puis, tout d'un coup, c'est pour ça qu'on croit que tout d'un coup, on a une grave maladie ou on a un manque peut-être de fer. On commence à s'imaginer plein de choses. Alors, le meilleur moyen pour ça, c'est d'aller faire un contrôle chez son médecin, puis vraiment de contrôler s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça peut aussi arriver. Mais en règle générale, d'après tout ce que j'ai vu, entendu et ce que j'ai vécu, on est en parfaite santé. Oui, alors, on est en parfaite santé, mais néanmoins, il y a des fois, sans être en mauvaise santé, il y a des dysfonctionnements. Bon, on parle pour la spasmophilie des glandes surrénales. On peut dire que des fois, il y a une mauvaise absorption du magnésium cellulaire. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est pas... Vous savez, on tombe dans l'hypocondrie. C'est évident, c'est normal, c'est humain, et on commence à aller chercher la petite bête. Vous savez, même si vous êtes en parfaite santé, à mon avis, vous allez faire des examens, une prise de sang, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous n'êtes pas au top, peut-être pour ci ou pour ça. Alors je dis pas qu'il faut pas faire attention, bien entendu, mais je pense qu'on crée vraiment, là, l'agoraphobie, on se crée vraiment des symptômes et on se crée, au fait, une espèce de paranoïa, tout simplement. Donc c'est aussi d'accepter qu'on devient, moi je l'étais pas hypocondriaque, et pendant mon agoraphobie, j'étais vraiment hypocondriaque, j'avais tellement mal au bras gauche, j'avais comme des coups de poignard dans le cœur. Je me disais, mais là, je fais une crise cardiaque, c'est pas possible, j'ai un problème au cœur. Donc, j'ai été voir un cardiologue. Vous voyez, ça n'arrête pas, au fait. Ce que j'essaie vraiment de faire comprendre aux gens qui me suivent maintenant, c'est que oui, il faut aller contrôler et faire une prise de sang pour vraiment se rassurer. S'il y a quelque chose, forcément, à ce moment-là, il faut prendre un traitement. Mais souvent, on est complètement sidéré de savoir ce que le corps humain peut nous envoyer comme message physique, alors qu'il n'y a rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment de l'angoisse, et ça crée, bien sûr, que plus on stresse, plus on va avoir peut-être un taux qui va augmenter dans le sang, qui n'est pas bon sur le long terme, c'est sûr. Le stress est bon pour personne, mais la cause principale d'une crise d'angoisse, c'est pas forcément parce qu'on a quelque chose qui va pas. Mais on ne meurt pas d'agoraphobie de toute façon, ni de tétanie, ni de spasmophilie. Il y a des gens qui sont centenaires qui étaient spasmophiles tout jeunes. Hein. Oui. Et puis c'est ça qui est, on a l'impression qu'on va mourir, parce que finalement cette peur, c'est cette peur de pas pouvoir maîtriser. Et puis c'est cette peur de justement que personne puisse vous aider. Donc il y a quelque chose qui entoure du lien avec la mort et la vie, ça c'est certain. Tout à fait. Alors venons-en aux solutions globales. Comment peut-on se sortir de l'agoraphobie? Comment en êtes-vous sorti vous-même? Alors comme je vous ai dit, en fait, moi j'ai fait pas mal de thérapies comportementales cognitives par période. Certaines ça a duré 1 année, 2 ans, des fois moins. J'ai fait beaucoup. En fait, j'allais toujours chercher à l'extérieur de moi une solution, ce que beaucoup de gens font finalement. Et puis j'attendais finalement qu'on me dise oui, tu as ça, donc c'est ça qui crée tes crises d'angoisse. Sauf que j'avais jamais la réponse, parce que j'allais faire un soin, j'allais chez une thérapeute, j'essayais de gérer mon stress. Ok, ça allait mieux pendant 1 jour ou 2, puis ça revenait. Donc en fait, je me disais mais c'est pas possible, il y a encore autre chose. Donc vous voyez, c'est la machine là qui s'arrête plus. Moi, j'ai appris vraiment la relaxation. J'ai appris à me calmer parce que je suis quelqu'un, et encore aujourd'hui d'un tempérament assez hyperactif, sauf que je le savais pas. Et puis, j'ai appris vraiment à avoir confiance en moi et en mon corps, ce qui est pas facile, à comprendre le mécanisme au fait d'une crise d'angoisse, tout simplement, et puis à y faire face. Alors, il y a plusieurs techniques, bien sûr, il y a la respiration, la visualisation, mais il y a aussi pourquoi on le fait, comme je l'ai dit auparavant.
Il y a vraiment énormément de choses. Moi, je me suis intéressée au développement personnel très vite parce que j'étais fascinée parce que le corps humain pouvait complètement dévaster finalement une personne saine et normale, entre guillemets. Donc, je me suis vraiment intéressée à la puissance vraiment du subconscient, du cerveau, des neurotransmetteurs, de pourquoi on fait ça, pourquoi on agit comme ça. Et au fait, pour moi, c'est comment on réagit à tel événement qui va faire que on va dépasser une peur ou pas. Est-ce qu'on se fait des films? Est-ce qu'on commence à extrapoler? Est-ce qu'on commence à vraiment partir très loin? Moi, j'aurais pu être actrice parce que je pense que j'avais plein de scénarios possibles et imaginaires dans ma tête. Oui. Et puis, au fur et à mesure, moi, je suis partie... En fait, ça a été un petit peu le déclencheur. En 2005-2006, j'avais 30 ans. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais agoraphobe. Et puis là, j'ai perdu 3 membres de ma famille en l'espace de 2 ans et ça m'a fait vraiment un choc où je me suis dit, là, il va falloir que tu te bouges parce que sérieusement, tu es en train de passer à côté de plein de choses et puis la vie est courte. Donc, au fait, ça m'a un petit peu donné le petit coup de pied qui me manquait sûrement. Et l'année d'après, j'ai pris un billet d'avion. Moi, je suis une passionnée de voyage depuis toujours. J'ai travaillé dans les agences de voyage et je suis partie seule 1 mois en Asie. Oui. J'étais encore agoraphobe, mais au fait, mon psy, comme je l'appelle, mon psy de choc, m'avait dit, écoute Séverine, là, ça fait un moment qu'on se parle, ça fait un moment que tu as compris. Honnêtement, je ne peux plus faire grand-chose pour toi. Et ça m'a tellement choquée, ce qu'il m'avait dit. Ouais. Aujourd'hui, je le remercie parce que c'était vrai. Il fallait juste que je me prouve que j'étais capable de faire quelque chose que j'avais envie. Alors voilà, je suis partie en 2010 en Asie, en Thaïlande, seule. Et puis, ça a été un voyage finalement d'exploration parce que il y a eu des moments où ça allait pas, il y a eu des moments où ça allait très bien. J'ai juste compris finalement que j'étais responsable de tout ça. Et puis, sans être vraiment dans le jugement, mais de me dire, ok, là, pourquoi aujourd'hui je vais bien, et puis pourquoi hier j'allais pas bien. Donc, j'ai vraiment fait une espèce d'introspection. Et puis, je me suis rendu compte que quand je faisais les choses que j'aimais, comme par hasard, l'agoraphobie diminuait. D'accord. Alors, ça a été une grande découverte à ce moment-là. Et puis, je me suis vraiment promise de faire un maximum de choses que j'aimais pour voir si, en effet, c'était ça qui allait faire diminuer ces angoisses. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, plus je me concentrais sur des choses qui me faisaient du bien, que ce soit dans mon travail ou personnel, c'est vrai que, comme par hasard, j'étais plus autant anxieuse. Ouais. L'idée d'aller manger au restaurant me tétanisait à certaines périodes de ma vie, et puis tout d'un coup en me disant non, j'ai envie d'aller manger telle nourriture, en plus j'ai mon ami qui arrive, on va passer une bonne soirée. Vous voyez, c'est conditionné, c'est du conditionnement, c'est tout. D'où peut-être aussi tout ce qui est développement personnel qui a fait que vraiment ça m'a un petit peu scotché, et je me suis dit bon, ok, là il y a quelque chose à faire, et j'ai continué de voyager. Et alors? Voilà, depuis, je vous dis, on a un petit peu de peine à m'arrêter parce que je pense que je rattrape aussi un petit peu le temps perdu. Ce que j'ai beaucoup voulu faire, c'est qu'au moment où je suis rentrée de voyage, au fait, j'ai commencé à écrire un livre parce que j'avais besoin aussi pour moi de mettre sur papier mes émotions. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Voyage en agoraphobie, comment j'ai vaincu 15 années d'angoisse. Et puis j'ai décidé au fait d'essayer d'aider les autres parce que je me sentais mieux. Et puis parce que je me disais, mais au fait, moi, quand j'avais 20 ans, donc il y a 20 ans de ça déjà, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. À l'époque, je me suis vraiment débrouillée seule. Et puis honnêtement, je pense que ça a duré 15 ans parce que j'avais pas assez de ressources extérieures pour comprendre, au fait, cette agoraphobie. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ce que je suis un petit peu encore mal à l'aise parce que finalement, dans certaines thérapies, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent moi je suis une thérapie, mon psy m'a donné des antidépresseurs parce que pour lui c'est juste ça, il faut que je me calme, etc. Bon, moi je suis pas médecin, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que ça va pas régler le problème. C'est-à-dire il faut qu'on comprenne ce qui se passe comme mécanisme. Mais ça peut aider. Faire un travail. Ça peut aider parce que ça peut aider provisoirement à baisser son niveau d'anxiété. Oui, c'est ça. Pour moi, les effets secondaires étaient tellement importants de ces médicaments, je crois que j'en ai essayé 2, c'était juste pas la peine, parce que c'était encore pire. Mais est-ce que vous avez pris des tranquillisants, par exemple? Pas spécialement des antidépresseurs?
Non, alors antidépresseurs pas. Par contre, j'ai pris quelques anxiolytiques quand je savais que je devais sortir ou à tel endroit. Ou voilà, de temps en temps, je prenais quelque chose pour me calmer. Mais honnêtement, en voyant les dégâts autour de moi et encore maintenant que je peux constater, c'est vrai que c'est pas la solution. Il faut d'abord travailler dur, il faut se faire accompagner, il faut comprendre et puis après il faut essayer de se sortir seul parce que voilà, c'est une béquille, ça peut aider au début, mais c'est pas la solution. Il faut travailler parallèlement. Au fait, c'est comme tout. Vous savez, la baguette magique n'existe pas. Il faut arriver, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut une certaine détermination, il faut une certaine envie, parce que ça demande un effort. C'est vraiment compliqué d'aller contre ses peurs. Bien sûr que c'est plus facile de dire, ah ben non, moi j'y vais pas là, je reste tranquille chez moi, et puis voilà, mais qu'est-ce que vous avez envie dans la vie? Est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Ou est-ce que vous avez envie de faire un pied de nez à cette espèce de saboteur interne et de vous dire, non, maintenant, ok, je sais que c'est pas grave, je sais que je vais pas en mourir, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de passer une bonne soirée, ou enfin, en tout cas, je fais de mon possible pour que ça se passe bien. Et honnêtement, dès qu'on est dans cet état d'esprit, donc c'est ça qu'il faut aussi changer, cette espèce de négativité, il faut le transformer parce que bien sûr que tout le monde a ses petits bobos. Ça peut paraître énorme, c'est vrai, parce que c'est invalidant. Oui. Mais il y a quand même des gens qui vont vraiment plus mal que nous. Et moi, j'ai fait mon leitmotiv, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Je suis en bonne santé, même si j'ai passé par ce parcours-là. Je pense qu'il y a toujours plus mal loti que nous, et puis c'est une question de persévérance et de motivation, je crois que... Et oui, il n'y a rien de grave, finalement, on n'est pas malade, on a simplement un petit problème. Oui, c'est un dérèglement émotionnel qu'il faut arriver à gérer, et il faut se faire aider. C'est clair que seul, c'est un petit peu plus long peut-être, mais c'est possible aussi. Voilà, il faut savoir se faire entourer, et puis faut pas lâcher, faut pas baisser les bras. Peut-être qu'un jour ça va moins bien, c'est pas grave, le lendemain ça ira mieux. Faut rester positif aussi parce que moi, quand on m'a dit que j'étais agoraphobe, j'avais comme une étiquette sur la tête où je faisais ma victime parce que je disais aux autres, mais non, tu peux pas comprendre, je peux pas venir là, j'essaie de me justifier, etc. Au final, ça m'apporte rien tout ça. C'est vrai, tout à fait. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de vous battre? Surtout que c'est vraiment quelque chose qui est pas réel. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est sûr. Vaut mieux en rigoler. En fait, aujourd'hui, vous en êtes sorti complètement, quoi. Oui. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense qu'on peut rester agoraphobe, peut-être pas toute sa vie, mais on a certains réflexes qui reviennent. Oui, parce que moi, j'ai vécu dans un climat très anxiogène quand j'étais jeune. Mes parents avaient peur de beaucoup de choses, et je pense qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je suis pas tout le temps super zen, mais je refuse que ces peurs me paralysent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, je sais que je suis comme ça, je sais que je fonctionne comme ça. Si tout d'un coup j'ai un coup d'angoisse qui arrive, qui est arrivé d'ailleurs assez récemment, mais ça passe parce que je décide que ça passe. Oui, un coup d'angoisse comme tout le monde. Oui, je suis pas Wonder Woman. Le but, c'est d'arriver à gérer puis à dépasser, parce que la vie, elle fait de belles choses, de moins belles choses. Et on a tous un certain moment de notre vie où on est plus faible, on se sent moins bien. Le but, c'est d'arriver quand même à dépasser toujours ça. Quand on dit qu'on tombe, ok, on a le droit, c'est pas grave, mais il faut arriver à remonter le plus vite possible. Éviter de tomber dans la déprime, c'est ça? Oui, et puis c'est assez inévitable malheureusement, mais il faut s'entourer justement à ce moment-là de personnes qui vous tirent vers le haut, et puis oser en parler, parce que malheureusement ça reste encore tabou. Ça touche essentiellement des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont sujets à l'agoraphobie. Et puis les gens n'osent pas en parler. Donc c'est vrai que depuis quelques années, le fait j'ai mon site, les gens peuvent venir déposer des messages, ils peuvent m'écrire, ils voient un petit peu mon parcours, et puis c'est une sorte au fait de motivation, j'espère, pour dire aux gens, mais allez-y, foncez, la vie est courte. Oui, c'est embêtant, oui, c'est paralysant, mais c'est pas mortel. Donc allez-y et puis foncez. C'est certain que c'est pas mortel du tout. Vous avez écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre qui est disponible sur Amazon, en fait, c'est Voyage en agoraphobie, où je parle vraiment du début jusqu'à la fin de mon agoraphobie, de ce qui s'est passé, et surtout de mon voyage en Asie, avec les périples que j'ai vécus. Mais ça retrace bien un petit peu, il y a des exercices aussi à la fin, ça retrace bien un peu l'ensemble de ces 15 années, de ce qui s'est passé, de à quoi je pensais, parce que finalement, on a l'impression qu'on est seul au monde. Mais une fois de plus, on n'est pas seul. Il y a énormément de gens qui souffrent de ça.
c'est sûr. Est-ce que vous donnez des conférences? Écoutez, j'en ai donné quelques-unes en Suisse. Moi, je suis basée en Suisse. Oui. Et puis, j'ai fait des interviews radio en Suisse, au Québec. Je suis amoureuse du Québec. Et d'ailleurs, je viens de rentrer de voyage. Voilà, j'essaie de faire un petit peu des conférences. J'aimerais qu'il y ait plus, c'est-à-dire qu'on puisse davantage en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis qui bouffe pas mal de vie de certaines personnes. Mais voilà, c'est en progrès, disons. D'accord. Là, je propose plus une forme d'accompagnement. J'ai réussi maintenant à dépasser tout ça et puis je suis quelqu'un qui a vraiment changé du tout au tout. Aujourd'hui, je me challenge tous les jours, mais j'ai énormément de projets et puis j'aime accompagner les gens pour justement leur prouver que vraiment on a tous un potentiel, on est tous capables de faire des choses, il faut simplement mettre les choses les unes après les autres et puis passer à l'action. C'est toujours ce fameux passage à l'action qui est le plus compliqué au fait. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, sur mon site severinecherix.com, donc Cherix, CHERIX.com, et puis sur YouTube, j'ai une chaîne avec plusieurs vidéos, voilà, des conseils, des astuces, et puis un accompagnement pour ceux qui en auraient besoin. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs justement qui souffrent de ce problème? Écoutez, j'ai envie de leur dire que vraiment, ils sont pas seuls. Il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent de ce dérèglement émotionnel. Et puis, une fois de plus, il faut rien lâcher, il faut se donner les moyens d'arriver. Il faut sortir de cette bulle qui est finalement une zone de confort, pour moi, inconfortable. Et puis, aller au bout de ses rêves parce que, voilà, pour moi, la vie est courte et il faut en profiter. Séverine, merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur Fréquence Évasion. J'espère qu'on aidera des personnes à se sortir de ce problème. Il n'y a pas de raison. Il faut être positif. Oui, j'espère que le message, en effet, va passer et c'est vraiment important. Donc, j'embrasse en tout cas toutes les personnes qui sont agoraphobes et puis en espérant que tout se passe au mieux pour elles. D'accord. Et à très bientôt. Merci, bonne chance. Au revoir. Fréquence Évasion.